On va se pencher aujourd'hui sur un document qui est vraiment au cœur d'une profession à la fois complexe et essentielle, le Code international d'éthique pour les professionnels de la santé au travail. C'est en quelque sorte la feuille de route pour naviguer dans des situations où la santé, le travail et la vie privée s'entremêlent. On entre tout de suite dans le vif du sujet avec la grande question. Un expert en santé au travail, il travaille pour qui, au juste? Pour l'employé qui se confie à lui, pour l'employeur qui paie son salaire ou pour la société en général? C'est vraiment ça le dilemme éthique fondamental de cette profession. La réponse, ou du moins les grands principes pour la trouver, eh bien, elle se trouve dans ce cadre mondial qui a été développé par la Commission internationale de la santé au travail, qu'on connaît aussi sous l'acronyme CIST. On va donc décortiquer ce code pour bien comprendre comment il aide les professionnels à se retrouver dans le véritable labyrinthe de loyauté auquel ils font face. Alors, c'est quoi la mission principale? Le Code, ce qu'il fait, c'est qu'il établit une sorte d'étoile du Nord, un principe directeur qui doit guider absolument chaque décision. Et là voilà, le point central, c'est que la priorité absolue, l'engagement qui ne doit jamais flancher, c'est envers la santé et la sécurité du travailleur, avant tout le reste. La protection de la vie et de la santé, le respect de la dignité humaine, c'est la base de tout, non négociable. Plus concrètement, la pratique de la santé au travail, ça vise à protéger et à promouvoir la santé des travailleurs, bien sûr, mais aussi à maintenir leur capacité de travail et à contribuer à un environnement qui soit sain et sécuritaire pour tout le monde. L'objectif est donc à la fois individuel et collectif. Mais comment est-ce que cette mission fondamentale se traduit en devoirs concrets, surtout quand ces devoirs, parfois, semblent contradictoires entre l'employé et l'employeur? C'est là que ça devient un vrai numéro d'équilibriste. Ce qu'on voit ici, c'est vraiment la tension centrale. D'un côté, une obligation de confidentialité absolue envers le travailleur. Ses données de santé, c'est un secret. De l'autre côté, un devoir de conseil objectif envers l'employeur. Il faut l'informer sur l'aptitude au travail et la sécurité, mais sans jamais trahir le secret médical. Bon, voyons voir comment ça marche dans la pratique. Le processus se fait en 4 étapes. D'abord, on recueille les données de santé confidentielles du travailleur. Ensuite, le professionnel les analyse pour évaluer son aptitude à occuper le poste. Puis, et c'est ça la clé, seules les conclusions sur l'aptitude sont partagées avec l'employeur, pas les détails. Finalement, le travailleur, lui, il est informé de tous les résultats et de ce que ça veut dire pour lui. Évidemment, pour que toute cette structure-là tienne la route, ça prend des fondations solides. C'est ce qu'on appelle les piliers qui soutiennent toute la pratique éthique. Premier pilier, la compétence et l'intégrité. Ça veut dire que les avis doivent toujours être basés sur des connaissances scientifiques solides. Et puis, le professionnel doit éviter toute situation qui pourrait jeter le moindre doute sur son honnêteté ou son impartialité. La confiance, c'est primordial. Deuxième pilier, tout aussi crucial, l'indépendance professionnelle. Ça veut dire que les jugements doivent être complètement libres de toute influence extérieure, que ce soit des pressions financières ou des conflits d'intérêts. Les recommandations doivent être basées uniquement sur la santé et la sécurité. Et le troisième pilier, c'est celui qui garantit l'équité et la non-discrimination. Chaque travailleur, sans exception, doit être traité de manière juste. L'accès aux services de santé au travail doit être le même pour tous. Mais la responsabilité d'un professionnel de la santé au travail, ça ne s'arrête pas à la porte de l'usine ou du bureau, non. Elle s'étend à toute la communauté. Cette portée plus large, on la voit bien ici. Le professionnel a le devoir de protéger la communauté et l'environnement contre les dangers du milieu de travail. Il doit aussi informer les autorités s'il y a de nouveaux risques, contribuer à la science, partager ses découvertes pour faire avancer la santé publique et bien sûr promouvoir des normes éthiques très élevées au sein de sa propre profession. On termine avec une question qui porte à réfléchir. Le monde du travail change à une vitesse folle. Nouvelles technologies, télétravail, défis sanitaires mondiaux. Alors, quelles nouvelles questions éthiques ce Code Jules devra-t-il bientôt aborder pour rester pertinent? Toute cette analyse s'appuie sur le Code international d'éthique pour les professionnels de la santé au travail, un document vraiment fondamental de la Commission internationale de la santé au travail. C'est un cadre essentiel pour assurer la protection des travailleurs partout dans le monde.